Mesdames et messieurs, bonjour. Le Cameroun est aux urgences et son traitement pour accélérer la croissance est connu. 2 chiffres clés à retenir de ce plan d'urgence. 3 pour le nombre d'années de sa mise en œuvre et 925 milliards de francs CFA pour son coût total. Annoncé par le président de la République lors de son 3e conseil ministériel du gouvernement, c'était ce mardi à Yaoundé. Il suscite déjà ce plan beaucoup d'interrogations et quelques-unes trouveront sans doute leur réponse dans cette édition de Canal Presse, dont voici le sommaire avec Ghislain Pierre-Essonneau. Il n'était plus urgent d'attendre. Paul Biya a finalement envoyé le Cameroun aux urgences. Le chef de l'État camerounais vient de prescrire pour 3 ans un plan d'urgence visant le développement socio-économique. L'enveloppe accompagnant cette initiative est de plus de 900 milliards de francs CFA. En détail, un plan d'urgence infrastructurel, un plan d'urgence sanitaire, un plan d'urgence routier, un plan d'urgence Tantampion. C'est un peu comme la touche du chef, toujours exaspéré par son gouvernement, manifestement toujours à la traîne. Il lui a même administré un coup de fouet en lui demandant de réduire son train de vie. Considérant que cela n'est pas utopique, il est cependant urgent de se demander comment cela a pu être prescrit quelques instants seulement après que le Premier ministre chef du gouvernement ait présenté devant la représentation nationale le programme économique, financier, social et culturel du gouvernement pour le compte de l'exercice 2015. D'abord, qui va financer le dit plan et avec quels instruments? Ensuite, qui sont ces ministres qui vont le mettre en musique? Finalement, y aurait-il un lien entre 2018, année électorale au Cameroun, et le plan d'urgence de Paul Biya qui a opté pour les urgences après un bon diagnostic de son pays? Promote, rideau ce dimanche sur la 5e édition et rendez-vous en 2016. La foire de promotion de la petite et moyenne entreprise au Cameroun se tiendra désormais tous les 2 ans. En convoquant l'heure de bilan, on constatera qu'il y a eu 1001 exposants, qu'il s'agisse des entreprises nationales que celles étrangères. On constatera qu'il y a eu des visiteurs par centaines de milliers. On constatera aussi que les infrastructures sont devenues semi-définitives sur le site. Et c'est pour le bien du palais de congrès de Yaoundé qui se voit ouvrir une nouvelle ère. Comme Promo 2014 rentre en gare ce jour, qu'en restera-t-il alors? L'émission se déroule précisément à partir de Promote 2014. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Sud FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici une émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Le site de Promote et dans les studios de Canal 2 International en direct donc pour cette édition de Canal Presse et j'accueille à l'instant Boniface Tchinkam. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de publication de l'hebdomadaire Le Financier d'Afrique. Je vous suggère de commenter en entrée de cette émission cette actualité. Cette semaine, la police a interpellé à Douala et puis relaxé les organisateurs et invités de la remise du prix Bibingota. La cérémonie a été interdite par le sous-préfet territorialement compétent pour trouble à l'ordre public, mais les organisateurs sont passés outre cette interdiction. Alors, est-ce que vous comprenez le sous-préfet lorsqu'il évoque le trouble à l'ordre public et confisque les prix pour justifier ces interpellations? Vraiment, je suis un peu embêté parce que le prix était à sa première édition. Les organisateurs auraient dû prendre les dispositions pour avoir le papier de l'administration afin de pouvoir lancer leur prix. Surtout que c'était la première édition. D'accord. Alors, pour le sous-préfet, il est à leur habitude. Parce qu'en réalité, dans de pareils cas, il faut essayer d'encadrer les gens pour éviter plutôt les troubles que finalement c'est l'administration publique qui crée le trouble. Et je profite pour dire à beaucoup de nos compatriotes qu'avec la nouvelle loi qu'on a adoptée, il faut faire très attention parce que prochainement tous ces actes seront qualifiés d'actes terroristes.
Voilà qui est dit. Merci à vous et je dois rappeler qu'il y a déjà eu d'autres lauréats du prix Bibingota ici au Cameroun. Bibingota du nom de ce directeur de publication de Cameroun Express, mort en prison en 2010. Il était poursuivi pour faux et usage de faux. Dieudonné Samba, bonjour. Bonjour Carole, je salue également nos fidèles téléspectateurs et mes amis du panel. Économiste bien connu de la place, je vous accueille par cette information que nous donne Mutation cette semaine. Il relève que au sujet des projets structurants en cours dans notre pays, des PME camerounaises continuent donc de sous-traiter les marchés publics avec les entreprises étrangères en deçà des 30% prescrits par le Premier ministère. Où est-ce que se retrouve le problème? Est-ce que les PME sont sous-qualifiées ou alors il y a un manque d'application des directives du Premier ministre? D'abord, il faut comprendre comment fonctionne ce genre de milieu. Oui. Lorsque un pays étranger, et surtout les pays émergents qui ont encore beaucoup d'insuffisance, ont la chance d'avoir des projets comme cela, il faut comprendre que les obligations de donner une partie, en termes de sous-traitance, une partie de leur marché, c'est des contraintes qu'ils acceptent avec difficulté. Ils sont obligés d'accepter. Oui. Et donc, lorsque de manière opératoire, ils ont moyen de contourner, ils vont le faire. Ils reviendraient donc au dispositif national, à nos PME et à l'État, de développer des mécanismes pouvant empêcher ce genre d'évoquer nos faiblesses pour violer la loi. Dans un encadrement juridique? Non, c'est un encadrement plus... Parce que d'abord, nos PME sont extrêmement faibles en termes de capacités opérationnelles, oui. Les capacités financières, les capacités techniques, les capacités managériales, elles sont faibles. Et donc, lorsqu'elles sont confrontées à des étrangers qui, généralement, représentent des monstres, ce soit des gigantesques multinationales qui ont pu sortir victorieuses des vieux combats, soit des entreprises d'État, comme le cas notamment de la Chine. D'accord. Et donc, ces entreprises-là, lorsqu'elles sont ici, une contrainte comme 30% de sous-traitance, ils vont tenter par tous les moyens possibles d'y échapper. Et donc, ils vont profiter précisément des faiblesses internes, faiblesse au niveau de l'encadrement, faiblesse au niveau même de la défense de ces textes, faiblesse au niveau des capacités opérationnelles et autres pour contourner. Donc, nous sommes ici. Nous devons comprendre, et là c'est un conseil, l'économie c'est une guerre. Et quand on est naïf, on est battu. D'accord, merci à vous. Roger Betala, bonjour. Bonjour madame, bonjour mesdames, messieurs. Journaliste qu'on ne présente plus et je vous suggère de commenter ce rapport de l'ONU à propos du Nord Cameroun, fortement déstabilisé par le groupe islamiste Boko Haram. Le quotidien Le Messager en a fait une économie cette semaine et les Nations Unies craignent que la situation humanitaire ne se transforme en crise grave dans cette partie du pays avec l'afflux des réfugiés qui fuient les combats tant au Nigeria qu'à la frontière avec le Cameroun. Alors, s'il y avait des mesures à prendre, qu'est-ce que vous préconiseriez? Bon, je n'ai rien de précis à préconiser, j'ai seulement à faire des constats sur la situation. Comme vous le dites, la situation est assez difficile dans le grand nord du Cameroun. On parle de la Damawa du nord et de l'extrême nord. Selon certaines statistiques qui nous viennent de l'Institut national de la statistique, c'est près de 37% du territoire national, près de 32% de la population du Cameroun y vit. Et on a aussi constaté que 50 à 60% de ceux qui y vivent sont au-dessous du seuil de pauvreté, dont la situation est véritablement grave. Et heureusement que les pouvoirs publics n'ont pas attendu que la communauté internationale vienne à l'aide au Cameroun. Il y a un programme qui existe en ce moment, le programme d'aménagement du territoire, un programme qui va démarrer en 2015, dont le coût s'élève à 78 milliards 800 millions. Ce programme est en 4 points et l'objectif de ce programme, c'est éradiquer la pauvreté, améliorer les niveaux de vie et permettre à cette zone véritablement de retrouver un niveau qui permet à ses habitants de pouvoir sortir de la pauvreté. Donc, le Cameroun n'a pas attendu la communauté internationale, c'est tant mieux si elle vient, mais un programme existe déjà. Il sera mis en œuvre dès 2015 en 4 points. Et s'il y avait le temps, je voudrais décliner les 4 points. Mais sachez que ces 4 points sont là pour relever tous les problèmes
que le Cameroun connaît bien dans cette partie du pays. D'abord, une enquête a été réalisée par le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire qui a permis de connaître de façon précise les problèmes qui se posent à nos compatriotes qui sont dans l'Adamawa, le nord et l'extrême nord. Merci à vous donc d'être venu. On termine par Évariste Fokoussi. Bonjour. Bonjour Carole, bonjour aux téléspectateurs de Canal 2. Vous êtes responsable économie, finance et commerce du chef de cabinet du Social Democratic Front. Vous êtes aussi un ancien député élu donc du peuple du Social Democratic Front. La session parlementaire s'est achevée cette semaine avec 11 lois adoptées en attente de promulgation donc par le président de la République, parmi lesquelles cette controversée loi portant répression du terrorisme. Votre président national, John Frundi, a appelé cette semaine les Camerounais à prendre leurs responsabilités. Il s'agit de quelles responsabilités et pourquoi faire? Le président national du SDF, le chairman John Frundi, est certainement parti d'un constat largement partagé par une bonne majorité de Camerounais. C'est que cette loi, vraiment liberticide, a pour intention de l'effrayer, de le traumatiser, de l'amener à ne jamais songer à défendre ses droits individuels. Et partant de ce constat, le chairman Frundi rappelle à ce peuple que dans tous les cas, quel que soit le pays, dans tous les pays du monde, les révoltes partent toujours des lois injustes, non acceptées, et qu'on n'a jamais demandé l'avis d'un gouvernement. Un peuple mécontent n'a jamais demandé l'avis d'un gouvernement pour protester. Donc c'est un appel à la révolte? Non, c'est un appel à une prise de responsabilité devant la grave situation que notre pays affronte. Nous savons que nous affrontons, en plus des autres problèmes économiques, nous affrontons un problème de terrorisme, un problème de sécurité nationale, mais que le gouvernement n'en profite pas pour régler ces petits comptes. Donc les Camerounais doivent savoir faire la différence entre ce qui relève de leurs droits fondamentaux qu'ils ont le droit de défendre et des petites combines du gouvernement pour défendre ses acquis ou pour prolonger la vie d'un régime qui bat de l'aile. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus. Merci d'avoir choisi le plateau du Canal Presse pour l'analyse et le commentaire de l'actualité de cette semaine. Une actualité dont le tour complet est dressé ici, dans la revue de la presse, par Harley Debondébé. Bonjour. En matière de lutte contre le terrorisme, voilà un qui apporte son soutien au Cameroun, reçu en audience au Palais de l'Unité. Le commandant des forces américaines en Afrique indique que les États-Unis apprécient ce que fait le Cameroun. Son pays, a dit le général David Rodriguez, est disponible à aider le Cameroun pour éradiquer ces fléaux, devenus une menace pour le bétail dans le Grand Nord. Selon l'œil du Sahel, Boko Haram emporte 500 têtes de bœufs en seulement 3 jours. 9 bergers ont d'ores et déjà été tués au cours des incursions à l'extrême nord. Une région qui vit désormais sous la menace d'une crise humanitaire, selon le messager. Les attaques provoquent un afflux des réfugiés dans cette partie du pays, plus de 1700 dans le seul camp de Minao. Lutte contre le terrorisme et ce projet de loi voté par les parlementaires provoquent l'indignation dans les artères de Yaoundé. La coalition de la société civile et les partis politiques réclament aussi l'application de l'article 66 sur la déclaration des biens. Loin des manifestations de rue, le jour donne la parole à Maître Assira Ngouté qui qualifie cette loi de répression en point de vue fleuve d'une page et demie de l'avocat au barreau du Cameroun. Un autre avocat au barreau du Cameroun à qui parole a été donnée par le messager, c'est Maître Laurent Bondje pour qui on ne peut pas dire que les droits de l'homme se portent bien au Cameroun. Il est donc des droits de l'homme comme des libertés individuelles. Tout est en péril au Cameroun, dit le jour, au regard des rebondissements des dernières actualités. Au-delà de la loi controversée antiterroriste, il y a eu l'annulation de la remise du prix Bibingota, l'interdiction de la conférence de Christophe Foumignon, l'inculpation de journalistes au tribunal militaire, décryptage sur 2 pages. Cette semaine, il y a la rencontre de Paul Biya avec ses ministres en conseil des ministres et ses incohérences, dit la nouvelle expression, la logique du flou permanent. A contrario, Diapason croit que la tenue de ce conseil ministériel est une reprise en main par le président de certains dossiers urgents. Il y a la réduction du train de vie de l'État, le plan d'urgence de relance économique, la lutte contre le terrorisme et la corruption, l'organisation des Coupes d'Afrique des Nations 2016 et 2019, mais surtout le remaniement ministériel qui sonne déjà comme un adieu à l'équipe Filmon Yang
Pour mutation, le compte à rebours est d'ores et déjà lancé. Même constat à la météo pour qui, derrière le discours de moine du président de la République, se cache une stratégie destinée à mieux endormir les tricheurs et les détourneurs des deniers publics, bientôt remerciés pour être mis à la disposition de la justice. Le confrère rappelle d'ailleurs que les décrets du Conseil constitutionnel sont prêts et que le Conseil supérieur de la magistrature suprême se tient bientôt. Ce Conseil supérieur de la magistrature suprême pour mutation sera l'occasion de liquider les procédures disciplinaires à l'encontre de certains fonctionnaires magistrats. Il s'agirait également au cours de cette rencontre d'intégrer plus de 450 auditeurs de justice. Voilà ce qu'il faut savoir du Conseil supérieur de la magistrature suprême annoncé. Ce qu'il faut également savoir, ce sont les conditions de recrutement des 4700 policiers annoncés par le journal qui fait état des grandes innovations comme l'inscription en ligne. Une ligne du PAD des produits pétroliers en projet entre Limbe et Yaoundé, long de 350 km. Le projet, selon le financier d'Afrique, passera par Douala. EDA, objectif à terme est de réduire les subventions de l'État aux produits pétroliers à la pompe. Le projet va générer 3000 emplois directs et indirects pendant la construction contre 150 pendant la période d'exploitation pour un coût total de 218 milliards, un peu moins de 925 milliards prévus pour le plan d'urgence mis sur pied par le chef de l'État, même si le messager regrette que le dit plan d'urgence n'a aucun calendrier indiqué. Notre calendrier, lui, indique que dimanche prochain, on sera au 21 décembre, donc à 4 jours de la fête de la Nativité. Et bon dimanche. Nous l'avons appris mardi en milieu de journée dans le communiqué final du Conseil ministériel présidé par Paul Biya. Le Cameroun a donc un plan d'urgence pour accélérer la croissance. L'équipe que conduit actuellement Philemon Yan, le Premier ministre, a eu 3 ans le 9 décembre dernier, jour donc de ce conseil ministériel. Le quotidien Le Jour a dressé en guise d'anniversaire un bilan à travers 6 secteurs. Le BIP sous-consommé, l'insécurité grandissante dans le pays, l'énergie qui manque toujours en matière de droits de l'homme, le rapport qui n'est pas toujours au point, l'argent manque à la décentralisation, les rapports ne sont toujours autant accablants plutôt, et pour conclure qu'il est impératif d'introduire à la gestion de notre gouvernement la culture de l'évaluation. Voilà pour le bilan dressé par le quotidien Le Jour. Moi, je vais vous proposer Boniface Tunkam. Est-ce que c'est un bilan que votre journal aurait pu dresser également? Je l'ai dressé avant. Oui. Et qu'est-ce que vous avez dit? En fait, je pense que le plan d'urgence, permettez-moi de revenir un peu sur les multiples plans que le Cameroun a adopté depuis 2008. Parce qu'on est pratiquement au 7e ou 8e plan, que ce soit sectoriel ou bien régional. Mais là, on est sur le bilan des 3 ans du gouvernement Philemon Yan. Les 3 ans du gouvernement Philemon. Moi, je vais, excusez-moi, je vais parler de ces plans. Bien sûr. Voilà, le premier plan de 2008, qui était le plan agricole, c'était un plan sectoriel, c'était doté de 110 milliards. Oui. Nous n'avons pas le bilan. En 2009, nous avons adopté le DSE, qui est un gros plan. Un bilan, un plan global. En 2011, nous avons le plan d'urgence thermique, le plan thermique d'urgence, qui était doté la ville de Yaoundé, Bamenda, Ebolova et je crois Balmayo, oui, des centrales thermiques pour pallier au problème d'électricité. Oui. Bon, certes, ce plan-là, il est un peu exécuté, mais il y a eu des sérieux problèmes dû au carburant pour souvent mettre ça en exécution. Il a été fait. Il y a le plan d'urgence routier qui était doté de 110 milliards au 30 juin, pardon, en début janvier 2012, oui, on l'avait doté de 100 milliards et qui devait s'étendre sur 2 ans, 24 mois. Oui. Alors, 30 mois après, c'est-à-dire entre juin et juillet 2014, le ministre Ambassala a fait un bilan et informe le public que ce plan nécessite encore 200 milliards. Et aucun n'est réalisé à 100%. Il y avait 9 projets à l'ordre du jour. 3 sont réalisés à 97% selon le ministre. Oui. Et les 6 autres sont réalisés entre 18 et 88% et nécessitent 200 milliards. Quelle note est-ce que vous donnerez donc à tout cela? Ben, vraiment, je ne peux pas donner. Mais au regard de la pauvreté qui règne dans le pays, on ne peut pas donner une note de 5 sur 20. D'accord, merci. Donnez-nous son bain. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce bilan de l'équipe Philemon Yan 3 ans plus tard? Moi, je n'aime pas beaucoup les bilans parce que les bilans pour un
gouvernement comme celui de Philémon Yang a ce qu'on appelle beaucoup d'éléments contrefactuels, c'est-à-dire des éléments qui influencent énormément le résultat. Oui, lesquels? Puisqu'il hérite d'abord d'un passé qu'il ne gérait pas, il vient trouver des forces qui sont là, et donc aujourd'hui il y a un risque considérable de lui imputer des responsabilités qui sont les siennes, des responsabilités qui viennent d'ailleurs, oui, des responsabilités qui sont au-dessus de lui dans les grands choix stratégiques, que ce soit du chef de l'État ou bien des gens même qui pilotent la politique économique du pays. J'ai cité le FMI là-bas. D'accord. Donc je crois que c'est pour ça que ça paraît très démagogique lorsqu'on pose le problème sous cet angle. C'est-à-dire qu'on va dire, finalement, on n'a rien fait parce qu'on oublie qu'il a hérité d'une situation, il ne pouvait pas aller au-delà. Maintenant, si on vient au niveau du plan d'urgence, il faudrait ajouter, il faudrait peut-être, c'est-à-dire mon professeur, que c'est même le terme d'urgence qui est un peu impropre. Parce que c'est ce terme-là qui crée la confusion. D'accord. On entre dans le plan d'urgence tout à l'heure, je vous suggère. Voilà, merci beaucoup. Je reste sur le bilan avec vous, Roger Betala. Je vous avais suivi ce que le journal Le Jour a égrené comme bilan. Il y a des choses qui ont été omises, n'est-ce pas? Bon, vous savez, le journal Le Jour a sa ligne éditoriale et veut bien se faire vendre. Donc il est intéressant pour celui qui est face au journal de trouver ce qui ne va pas. C'est plus facile d'acheter le journal. Et puis, dans cette affaire de la lecture d'un programme économique, d'un bilan économique, il faut parfois aller au-delà de ce qu'on peut appeler les apparences essentielles. Moi, je vais citer une des grandes réussites de l'ère Yang Philémon. Il y a la mise en œuvre du budget programme. Ce n'était pas facile de passer du budget, de moyens au budget des résultats compte tenu de toutes les difficultés qu'il y a à mettre en œuvre ce genre de réforme. Oui. Les États-Unis même sont entrés dans le budget programme, ils en sont ressortis, ils sont revenus, la France également est entrée et ressortie. Donc le fait déjà de s'engager à mettre en œuvre le budget programme, c'est déjà une grande réussite. Et deuxième chose, lorsque vous voyez les 3 années de Yang Philémon, vous allez vous rendre compte que malgré la situation difficile de l'économie, il y a quand même, les résultats ne sont pas négatifs. Les taux de croissance du produit intérieur brut sont tous. Avec Yang Philémon, nous sommes en train d'atteindre 5% parce que il y a 3 ans, on était à 4,8, mais avec Yang Philémon, on a atteint 5, on a même déjà dépassé 5, ils sont en train d'aller vers 6. Les gens croient peut-être que c'est évident d'avoir ces chiffres-là, mais le fait, si on voit le temps que nous avons mis pour atteindre 5%, ça voudrait dire que ce n'est pas aussi évident que ça. Puis deuxième chose, oui, lorsqu'on voit les programmes dont ils parlent, le programme concernant le secteur routier, les 100 milliards, c'était un programme d'urgence parce qu'il y avait véritablement urgence dans le domaine. Le mot urgent est un mot français qui veut dire qu'il y a une nécessité d'aller vite compte tenu d'une situation délicate et les résultats sont déjà pratiques. Donc, lorsqu'on voit par exemple les projets structurants, on se rend compte que durant les 3 dernières années, on a quand même mis en œuvre ces projets structurants-là. Si vous allez par exemple au port, en eau profonde de Kribi, vous serez très heureux d'être Camerounais. C'est durant ces 3 dernières années. Si vous allez du côté de Mekine, moi j'y suis allé, vous allez vous rendre compte. Donc, au-delà des petits problèmes qu'il y a toute économie, toute gestion des problèmes, il y a des résultats positifs importants qui peuvent quand même dire que les choses se font quand même dans de bonnes conditions. Et Marie Fopossi, est-ce que ça se vit au quotidien, ces résultats que Roger Betala égrène? Vous savez, il a dit tout à l'heure que chaque journal a sa ligne éditoriale. Chaque chapelle politique aussi. L'ami Roger a aussi sa chapelle éditoriale en fonction de ceux ou du système qu'il défend. Non, mais je crois qu'il faut être froid et faire un constat. Et le constat est là, vraiment, tout le monde est d'accord, y compris le président de la République lui-même. Rien ne va en matière économique. Ce constat qui a motivé le plan d'urgence d'aujourd'hui, le président de la République l'a fait lui-même il y a 1 an, au 31 décembre. Oui. Le constat de la faillite de ce gouvernement que Roger loue là. Donc je pense que... le président n'avait pas utilisé le mot faillite. Nous sommes en français et plusieurs mots peuvent exprimer la même idée, Roger. Je voulais dire ceci, c'est que
il n'y a pas que le petit peuple qui constate que rien ne va pas. Le président de la République lui-même constate. Et ce qui est encore plus grave, oui, c'est que ce désaveu du gouvernement retombe même sur le désaveu de son propre système. Parce qu'avec ce programme d'urgence annoncé depuis 1 an, et cette remise en cause systématique de son gouvernement, la preuve, le programme d'urgence sort pratiquement au même moment où le budget est voté et le budget n'en fait pas mention, le programme d'urgence ne fait pas mention du budget non plus. Donc c'est un programme hors budget pour corriger la faillite du gouvernement et il est tout à fait clair que personne ne peut se mettre à défendre ça. Mais ce qui est plus grave, c'est que, comme je le disais, ce constat semble même rejaillir sur le gouvernement entier, y compris le président de la République lui-même. Par ce programme d'urgence, il met entre guillemets son fameux document de stratégie pour la... On en vient. Moi, je vous suggère d'en venir tout à l'heure dans le croissance et l'emploi du débat, qui bat de l'aile. Oui. Parce que, malgré ce que dit Roger, on sait très bien que les taux de croissance que ce DSCE prévoyait entre 2009 et 2019, par exemple, entre 5% et 5% et 9,5% au-delà, n'ont pas été atteints. Donc, en clair, la seule vérité de ce programme, c'est qu'il y a problème. D'accord. Bon, merci, quant à savoir si ce programme est en mesure de résoudre ce problème, on en parlera tout à l'heure. D'accord. Et Mutation tire la conclusion en se demandant si le gouvernement n'a pas vécu l'un de ces derniers grands moments autour de ce conseil ministériel. Le journal affirme que selon les sources, Paul Biya aurait déclaré au Premier ministre en prenant congé de lui, je cite, « Merci Monsieur le Premier ministre pour le travail accompli. Je vous demande de rester disponible pour la République. » Boniface Tunkama, en langage journalistique, est-ce que c'est annonciateur d'un départ, à votre avis? Oui, c'est évident que le président de la République est obligé de changer ce gouvernement, puisque lui-même, il a décrié son gouvernement le 31 décembre. Il a même trop attendu. Et c'est parce qu'il prépare le prochain discours qu'il est en train de faire ça. D'accord. Il prépare le plan d'urgence. C'est des éléments qu'il va mettre dans le discours. Donc il y aura beaucoup de choses, entre autres le remaniement ministériel, qui pourrait peut-être intervenir, parce que on spécule là-dessus depuis le 30 septembre 2000. À la fin des élections, à la fin des élections, mais on est toujours là à attendre. Mais je me dis, il est dos au mur pour son discours du 31 décembre et il va certainement remanier avant le 31 décembre. D'accord, monsieur, je vous suggère d'entrer donc dans le plan d'urgence en lui-même. C'est un changement de directive. Vous avez vous-même constaté, ou tout au moins on peut l'interpréter comme tel, ce plan d'urgence annoncé mardi dernier en Conseil de ministres. Dieudonné Samba, vous l'avez lu, sûrement la presse a retransmis la communication spéciale du président de la République. Qu'est-ce que vous en avez retenu? La première observation, c'est que nous sommes davantage devant ce qu'on appelle un plan de rattrapage et non pas un plan d'urgence, parce que le plan d'urgence répond à une menace précise susceptible de créer des lésions irréversibles. Or, il apparaît clair, aussi bien dans les motivations que dans le contenu même du programme, du plan, qu'il y a eu une certaine accumulation de retard, c'est-à-dire les investissements prévus n'ont pas été réalisés, et que le chef d'État pense donc qu'il faudrait une sorte d'opération coup de poing pour rattraper ce retard. Parce que si cette perception, d'ailleurs qui est la seule logique, d'abord par définition, ensuite, lorsqu'on voit le contenu même de ce programme, eh bien on voit très bien aussi bien la nécessité de ce programme que les limites telles que le programme a été confectionné. D'accord. Merci. Roger Bédala, quelques idées de cette communication mise en exergue par le quotidien Cameroun Tribune. Le président a relevé au cours de ce conseil, dit Cameroun Tribune, la nécessité de trouver un moyen pour accélérer le rythme de la croissance économique afin d'éviter que la stratégie nationale d'émergence à l'horizon 2035 ne soit remise en question. Vous partagez ce constat, n'est-ce pas? C'est un constat que je partage parce qu'en réalité, nous sommes sur la voie de l'émergence et les résultats ne sont pas toujours ce que l'on attend parce que ce n'est pas un cas camerounais, c'est généralement comme cela parce que compte tenu de la conjoncture économique internationale qui peut être difficile. Mais je veux quand même resituer
le plan d'urgence dans son programme parce que l'honorable Fopossi a semblé croire que le plan d'urgence n'entre pas dans la stratégie de croissance et d'emploi. Oui. Le plan d'urgence fait partie d'un des alinéas du document de stratégie pour la croissance et l'emploi, l'alinéa concernant l'augmentation des revenus et l'augmentation du niveau de production. C'est dans ce sens-là que le plan d'urgence intervient. Et le plan d'urgence n'est pas ne vient pas mettre de côté le budget de l'État pour l'année 2015. Non, ce plan d'urgence entre dans le cadre, comme a dit M. Sumba, d'une volonté du chef de l'État d'essayer d'accélérer le processus. Pourquoi est-ce que le chef de l'État accélère le processus? Parce que l'économie nationale aujourd'hui a la possibilité d'emprunter. Parce qu'il faut voir comment est financé le plan d'urgence. Le plan d'urgence est financé par un emprunt auprès des banques. Oui. Si le Cameroun a la possibilité d'emprunter de l'argent auprès des banques, ça veut dire qu'il est solvable. Ça veut dire que ces banques-là savent qu'au bout du compte, ils vont retrouver leur argent. Donc ce plan d'urgence répond à plusieurs interrogations. Le Cameroun est solvable, le Cameroun a la possibilité d'aller vite, c'est-à-dire les critères de convergence de la CEMAC sont réalisés, moins de 70% du PIB en ce qui concerne l'endettement. Donc on peut aller vite et le chef de l'État veut justement aller vite parce qu'il y a urgence. Il y a des problèmes que vous avez relevés, les problèmes de niveau de vie, les problèmes d'infrastructure, les problèmes d'accès à l'eau, les problèmes d'accès aux soins de santé, les problèmes d'accès à l'électricité. Et s'il a la possibilité d'élargir l'assiette d'intervention, pourquoi ne le ferait-il pas? Donc il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de problème entre le budget du Cameroun 2015 et le budget et le programme d'urgence. Les deux vont ensemble parce que le Cameroun a aujourd'hui la possibilité de faire ce genre de gymnastique. Réaction, Bonissa Tukan? Oui, je vais réagir par rapport aux ressources de ce plan qu'on appelle l'urgence. Les ressources des banques locales ne sont pas élastiques, c'est-à-dire qu'elles sont limitées. Et les banques doivent donner les crédits dans le respect des normes prévues par la commission bancaire. Oui. Au jour d'aujourd'hui, depuis 2010, les banques financent l'économie. Oui. À travers les bons du trésor, à travers les obligations, les emprunts obligataires, oui, que l'État lève tout le temps. Donc, il y a déjà cet aspect que les banques financent. Il y aura, s'il faut financer maintenant, c'est le long terme. Est-ce que la politique monétaire de notre sous-région permet d'avoir des crédits de très long terme? Non. Donc, ce qui fait que, s'il te plaît, laisse-moi vraiment, s'il te plaît, le chef de l'État, ce n'est pas lui, c'est lui, il devait revoir le problème du franc CFA pour avoir une politique beaucoup plus élargie. Il ne doit pas venir sur parce qu'il veut résoudre ces petits problèmes. Il faut qu'on réforme la politique monétaire pour permettre aux banques de donner des crédits à très long terme. D'accord, merci. Réaction aussi, Eva, il faut pousser. Après, je vais vous permettre de faire la précision, Roger Betala. Allez-y. Sur ce financement, le mécanisme de financement. Oui, madame, moi, je vais plutôt partir de ce qu'a dit M. Samba tout à l'heure, oui, qu'il s'agit d'une tentative de rattrapage d'une série d'échecs. Oui. Et qui dit rattrapage dit un peu précipitation ou urgence. Ce qui veut dire que il y a les annonces, mais la réalité risque d'être... mais la réalité a suivi juste après parce qu'il y a eu des décrets qui demandaient au ministre de prendre des accords de justement parce qu'il faut qu'on situe le cadre de financement de ces histoires-là. Oui. Et comme il le dit, le système bancaire national n'a pas de possibilité illimitée et surtout n'a même pas la possibilité de financer à long terme comme il le dit. Ce genre de financement, on aurait pu tenter de le trouver sur d'autres marchés à des conditions plus favorables. Bon, si on est réduit à se retrouver sur le marché local, on se pose des questions. Et contrairement à ce que dit M. Betala, ce plan d'urgence est une remise en cause du gouvernement. La preuve, on ne peut pas sortir moi je suis un ancien député, je sais comment les financements se font. Oui. Même si un financement n'a pas été prévu par le budget, au moment où on le fera, il faudra que l'Assemblée nationale intervienne. Donc, je voudrais dire que quand on sort un plan d'urgence, au moment où un budget est voté, et que dans ce budget, il n'est soufflé
mot de ce plan. Et que dans ce plan lui-même, on ne tisse pas de passerelles avec le budget, on arrive à quelle conclusion? C'est que ce plan, c'est un plan personnel au président de la République, à M. Biya. Vous avez parlé d'une tentative de rattrapage électoraliste. Et si on le situe dans le cadre, vous comprenez, ce plan part de 2015 à 2018, tout le monde voit 2018. 2018, c'est la prochaine élection présidentielle. Donc, M. Biya lance déjà sa campagne. Parce qu'en réalité, il s'agit d'un tissu de bonnes intentions dont on n'est pas sûr de réaliser parce que, ayant d'abord eu des difficultés à trouver de financement pour le peu qu'on a prévu, je ne vois pas comment on réaliserait de l'exceptionnel n'ayant pas pu faire merci à vous, Eva. Maintenant, les précisions, Roger Vitala. Oui. Je ne sais pas si nous tous, nous avons suivi le plan d'urgence. Absolument. Le plan d'urgence, le montage du plan d'urgence est déjà fait. Il y a 4 banques qui ont été choisies, parmi lesquelles une banque internationale et 3 banques qui ont pignon sur rue au Cameroun. Puisque le lendemain, des accords de prêt ont été lancés. Je dis, si c'est à des taux usuraires, on est en train d'engager laissez d'abord que je... S'il vous plaît, permettez qu'il termine. À quelles conditions? S'il vous plaît, on va arriver dans les conditions tout à l'heure. Écoutez dans ces conditions, Eva. Écoutez ces conditions. Allez-y, Roger Vitala. Le Cameroun a négocié avec des banques. Il y a 3 banques qui ont pignon sur au Cameroun, une banque internationale. Les accords de financement doivent même déjà être finalisés. Si j'en tiens à ce que moi je connais concernant ce plan d'urgence, c'est que tout puisque les décrets ont été annoncés le lendemain. Les décrets ont été annoncés. Et puis je vais dire une deuxième chose. Ce plan d'urgence-là entre dans le cadre du budget 2014. C'est une ordonnance sur le budget de 2014, monsieur le député. Nous sommes encore en 2014. C'est une ordonnance du chef de l'État. Non, c'est pas fini. C'est une ordonnance du chef de l'État qui permet ce rajout-là. Donc le président est dans ses prérogatives, donc le président est dans ses prérogatives par rapport. Et puis je vais dire deuxième chose. Même en termes de programme, ce budget finit à la fin de ce mois. Je dis qu'il a encore la possibilité par ordonnance de donner cette possibilité de financement. C'est le budget 2014. C'est dans le cadre du budget 2014. Et on va le réaliser en 3 semaines. Mais on va le réaliser sur 3 ans parce que nous sommes dans la période du budget programme, monsieur. D'accord, merci. Dieudonné Somba, précision également sur ce mode de financement. Non, je crois que nous sommes malheureusement une fois de plus à côté du problème. Le Cameroun n'est pas solvable. Le Cameroun est un ancien endetté à qui on a remis les dettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Cameroun a connu une situation dramatique. Ses créanciers, au cours d'une opération, ont constaté qu'il ne peut pas rembourser. Et on lui a dit, comme tu ne peux pas rembourser, on te fait cadeau de ses dettes. Donc, un individu comme ça ne peut pas se prévaloir en disant je suis solvable. Non. Ce qui fait donc, lorsque le Cameroun va encore réengager la dette, il doit la réengager en tenant compte de son passé. Et un pays qui fonctionne bien ne s'endette pas pour l'infrastructure sociale et l'infrastructure institutionnelle. D'accord. Pourquoi? Parce que ce sont des infrastructures qui ne sont pas rentables. Elles sont utiles, mais elles ne sont pas rentables. Quand il s'arrête de payer cette dette, qui va la payer? C'est les entreprises à travers les impôts. D'accord. Or, l'impact de ces infrastructures sur les entreprises n'est pas évident. Ce qui fait que l'État au Cameroun, pour que son endettement soit pertinent, cet endettement doit avoir un effet direct sur les entreprises qui, elles, à travers les impôts, vont rembourser. C'est donc là l'une des fois. On peut encore citer beaucoup d'autres. Monsieur, c'est le cas de ce prêt. Hein. D'accord. De ce plan. Ce sont les entreprises qui vont gagner les marchés, qui vont mettre en œuvre ces projets. Non, c'est-à-dire, attention. Oui, il faut faire la différence entre la réalisation d'un projet qui est une opération ponctuelle et le fonctionnement du projet qui est une opération permanente. Quand vous allez construire une école ou une université, hein, les entreprises ne bénéficient
du marché qu'au moment où on construit. Mais après, après l'université va commencer à recettes tourner et va créer un flux de dépenses qu'il faut bien que quelqu'un d'autre supporte. Donc je dis bien que d'un point de vue technique, on ne s'endette pas pour l'infrastructure sociale et institutionnelle. D'accord, merci, c'est compris. Alors, Boniface Tunkam, je viens vous poser une question. Et Émergence affirme qu'il y a des non-dits dans le plan d'urgence, notamment dans les mécanismes de financement, en disant que des conditions ont été imposées par les banques pour financer ce plan. Le journal croit savoir que les banques soutiendront tous les travaux en traitant directement avec les entreprises. Conclusion donc, il n'y aura pas un CFA qui sera versé au Trésor public directement, comme cela a souvent été le cas, et il n'y aura pas de tracasserie administrative et tension de trésorerie. Est-ce que c'est plausible comme analyse? Je reviens d'abord, excusez-moi, je vais revenir un peu sur le mot que M. Dieudonné Yassomba. Si ça va dans le même sens que la question. Oui, il a dit que le Cameroun n'est pas solvable. Non, le Cameroun est solvable. Le Cameroun est solvable, mais seulement la lisibilité politique n'est pas bonne pour permettre aux investisseurs privés de prendre le risque sur le Cameroun. C'est pour ça que vous constatez de plus en plus que ceux qui prennent le risque, c'est les États qui prennent le risque. Un État comme la Chine gagne les marchés et donne donc aux entreprises chinoises pour exécuter. Oui. Les privés purs, c'est-à-dire les grandes banques d'affaires, les grandes structures. Regardez récemment, Rio Tinto a quitté le Cameroun. C'est un très grand investisseur. Il avait un projet, très grand projet sur le Cameroun. C'est le manque de lisibilité politique. C'est ça qui oblige les investisseurs privés directs de pouvoir s'abstenir sur les investissements aujourd'hui au Cameroun. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des conditions pour que ce plan soit financé? Oui. Les conditions, si jamais elles s'adossent aux banques, oui. Les banques ont la possibilité d'élever les fonds même à l'extérieur. Donc j'ai l'impression que l'État veut bien impliquer les banques dans le financement ce qui est une bonne chose, mais seulement ça ne sera pas à des taux concessionnels. D'accord, merci. Bon, je vais être là pour la réponse et puis on va arriver à vous, Ibrahim Sopoussi, tout à l'heure. En parlant de ces entreprises qui ne sont pas créatrices de richesse, la préoccupation de Dieudonné Yassomba, vous avez semblé soutenir le contraire. Ce plan, on va pouvoir le financer et rembourser les dettes, c'est ce que vous dites? Ce plan, on va pouvoir le financer. Pour quelle raison? Parce qu'il s'agit d'un plan qui permet globalement déjà le relèvement des revenus. Oui. Donc avec le relèvement des revenus que ce plan induit, parce que ce plan en volet agro-pastoral qui est important. Donc dans ce volet-là, il y a moyen de créer des revenus qui peuvent permettre à l'État, à travers cette portion de la construction des grands marchés de ravitaillement, de pouvoir rembourser les frais. Mais je vais aussi dire une chose, d'abord dire une vérité, c'est que lorsque vous parcourez les documents de l'agent de promotion des investissements, vous allez vous rendre compte que l'agent de promotion des investissements a octroyé 75 autorisations durant les 2 dernières années. Et ces autorisations-là concernent les entreprises qui ne sont pas camerounaises. Mais quels sont ceux qui réalisent? Je veux donc dire par là que, contrairement à ce que vous dites, bien sûr, l'arrivée des entreprises étrangères au Cameroun est peut-être faible par rapport à certains pays, mais cette arrivée existe quand même. Et puis, je voulais dire aussi une deuxième chose, c'est que lorsqu'on voit le programme d'urgence, il faut que les gens sachent que les États-Unis d'Amérique, au moment de la crise financière internationale, ils ont mis en place un plan d'urgence pour relever le système bancaire qui était complètement malade. Oui. Les Européens aujourd'hui, avec la crise de l'endettement, il y a le pacte de responsabilité de François Hollande. Oui. C'est un genre de plan destiné à relancer l'économie. Donc le Cameroun n'est même pas, c'est pas une réalité camerouno-camerounaise. C'est une réalité internationale aujourd'hui. Et je dis, le Cameroun peut le faire parce que, contrairement à ce que dit M. Soba, nous ne sommes pas non solvables. La solvabilité tient compte du niveau du ratio d'endettement. C'est un élément très important de solvabilité. D'accord, merci monsieur. On ne va pas rester sur la solvabilité au nom du Cameroun. Aux critères de convergence de la CEMAC. D'accord, allez-y. Oui, mais je viens à vous par une question avant Dieudonné Yassomba. Et Baris Popoussi, je voudrais partager avec vous d'abord cette préoccupation, s'il vous plaît.
Pardon, madame. Je voudrais partager avec vous une préoccupation, oui, pour avancer dans le débat. La nouvelle expression parle des conditions de réussite de ce plan avec l'exemple ivoirien cité du programme présidentiel d'urgence qui avait été mis en place après l'élection de 2010 par M. Ouattara, piloté donc par lui-même sur fonds propres de l'État ivoirien. Est-ce que cela peut nous inspirer, ce mécanisme de financement sur fonds propres? Est-ce qu'on aurait pu le faire? Madame, ce qui emmerde un tout petit peu dans ce dispositif, c'est son caractère légèrement flou. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on attend d'un gouvernement? On attend d'un gouvernement une politique économique crédible en laquelle le gouvernement lui-même croit, le peuple croit et les partenaires étrangers croient aussi. On a cru percevoir quelque chose, une lumière, avec la mise en place du document de stratégie pour la croissance et l'emploi, oui. Mais subitement, 3 ans après, patatras, tout est remis en cause. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a là un échec qui va au-delà même du gouvernement. Et le président de la République doit assumer cet échec. Il y a une absence de politique économique crédible. On nous avait annoncé le retour de la planification, on a avec le budget programme, on croyait qu'on allait rentrer. C'est le cas, non, maintenant? Malheureusement. C'est ce que a dit M. Roger Betala tout à l'heure. On ne s'endette pas pour s'endetter, cher ami. L'endettement, s'il n'est pas productif, oui, ne peut pas promouvoir le développement. Et les programmes sociaux devraient, ou qui ont un caractère social, devraient être financés dans le cadre du budget. Dans le cadre du budget, et on ne devrait s'endetter que pour relancer la production, ce qui n'est pas le cas. Sauf si vous nous prouvez le contraire. Merci. Et avec ce plan d'urgence, si on ne prend que le total est 925 milliards, je crois que s'il faut relancer la production au Cameroun, ne serait-ce que pour une année, ce serait largement au-delà de 925 milliards. D'accord, l'enveloppe n'est pas suffisante. Merci à vous. Dieu donné son bas. La réussite de ce plan dépend aussi du sérieux de l'attribution des marchés. Le président a semblé le dire. La réduction du train de vie du gouvernement, est-ce qu'on est là dans le retour de rigueur et moralisation? Non, je voudrais d'abord faire une petite observation. Oui. Hein? J'ai dit que la solvabilité actuelle du Cameroun, qui est réelle, vient de la remise gracieuse des dettes. Ce n'est pas une solvabilité que nous pouvons évoquer comme un argument de gouvernance. Nous ne pouvons pas nous pavaner en disant le Cameroun est sauvable parce qu'il gère bien le pays. C'est ce que j'ai pu dire. J'ai donc dit que cette marge que nos créanciers nous ont donnée, on aurait dû l'utiliser pour ne plus sombrer dans les erreurs passées. Voilà mon discours. D'accord, c'est compris. Ça fait donc que lorsque on veut relancer le pays, le secteur social est en quelque sorte l'utilisation du revenu généré. C'est-à-dire que c'est la distribution en fait. Il faut d'abord les arguments de gouvernance que vous venez de citer. Rigueur et moralisation, réduction du train de vie du gouvernement, par exemple. C'est-à-dire, c'est un discours qui revient chaque année depuis de longues années. D'accord. Ce qui fait que, tant que le dispositif institutionnel lui-même n'est pas modifié, de telle sorte qu'il y ait un lien direct entre sa structuration et l'efficacité, nous aurons toujours tendance à assimiler ces instructions-là à celles que nous connaissons depuis de très longues années. C'est-à-dire lesquelles? La moralisation, le respect des procédures, l'honnêteté. Il ne faut pas oublier que de hauts responsables, de hauts collaborateurs du chef d'État sont en prison pour précisément avoir violé ces règles. Ce n'est pas de nouvelles, il n'y a rien de neuf là. Ce que nous attendons davantage, hein, c'est que oui, il y a eu la moralisation, il y a eu l'appel à la discipline, l'appel à l'honnêteté, l'appel au nationalisme, mais nous sommes encore là beaucoup plus au niveau des appels. Mais on ne voit pas très exactement des actes sur le terrain, n'est-ce pas, vraiment le dispositif qui pourrait
encadrer la gouvernance, l'opération de manière... Merci, monsieur, merci. Boniface Chungampo a donc aussi constaté que la qualité de la dépense publique n'a cessé de se détériorer, avec notamment une accumulation des dépenses dont la nécessité n'est pas évidente, dit-il, l'augmentation effrénée des dépenses en biens et services, l'accroissement excessif des missions, notamment à l'étranger, la multiplication des comités et projets inappropriés, l'accroissement abusif des conventions. Il demande donc de faire des efforts de modération et de rationalisation, y compris dans la mise en œuvre de ce plan. Le constat est suffisamment grave, mais est-ce que les effets préconisés vous arrangent? Mais il fait le constat grave depuis le 31 décembre 2013. Et il n'agit pas. Et il n'agit pas. Nous sortons là du vote du budget de 2015. Mais qui nous montre comment il a demandé qu'on réduise les frais d'émission, donc il dénonce. Qui nous montre comment on a réduit les frais de carburant. C'est toujours les mêmes. Le budget d'investissement public. Attends, s'il te plaît, il faut me laisser un peu de temps. Le budget d'investissement public, 1150 milliards sur 3700 et poussières. C'est-à-dire moins du tiers. Oui. Alors, vous pensez qu'avec ça, même chaque année, depuis on renouvelle les ordinateurs, on renouvelle les voitures. Vous pensez que... Et lui, tous les jours, il est sur les discours. Donc il y a un paradoxe entre les deux démarches. Mais il faut, là, on vient de voter le budget. Oui. Il fallait qu'il dise aux députés, à son gouvernement qui élabore le budget, que monsieur, je ne veux plus avoir les frais d'émission de temps. Je ne veux plus avoir ceci, réduisez-moi ceci, réduisez-moi ceci. Et puis, on met ça dans le développement. Mais il attend, au moment même où on vient de voter le budget, lui, il dit qu'il faut. C'est qui doit faire? D'accord. Merci Roger Betala. Cela veut dire que le président sait exactement pourquoi l'investissement ne marche pas au Cameroun. Il sait que l'équipe gouvernementale pratique un peu la gabégie. On se serait attendu à des réactions comme celle de Boniface Chungampo. Qu'est-ce qui coince? On ne sait même pas si quelque chose coince véritablement. Certes, les résultats ne sont pas bons, comme vous le dites, mais ce que je peux déjà dire, c'est que pour M. Chungampo, il y a eu la circulaire du chef de l'État relative au budget, au projet de budget 2015. Et dans cette... Non, la circulaire, là, chaque année. Non, je dis... Il y a encore les textes, dit-il. Attends, il faut des actes concrets. Je veux déjà dire que dans cette circulaire, le chef de l'État relève déjà la gabégie et donne des orientations pour le budget 2015. Ce qui est important, c'est ce qui est fait. Le constat, il est relevé par tout le monde qu'il y a dans la mise en œuvre des réformes des choses qui ne marchent pas. Mais le plus important, c'est les décisions qui sont prises pour que ces réformes puissent être mises en œuvre et puissent donner les résultats. Et je dis, le plan d'urgence est déjà une des réponses à cette situation-là. Première chose. Et deuxième chose, la mise en œuvre du budget programme. La mise en œuvre, la décision du gouvernement camerounais de passer du budget de moyens au budget de résultats, qui est le budget programme, c'est déjà une volonté de rationaliser la dépense. C'est déjà une volonté de mettre de la lisibilité dans ce qui est fait, de voir un peu où est-ce qu'on va. Et puis, troisième chose, contrairement à ce que les uns et les autres pensent, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi reste au centre de la politique économique du gouvernement. Et le document de stratégie pour la croissance et l'emploi est quand même assez lisible. Il y a des difficultés à donner les résultats qui sont entendus, je pense à M. Foposi, notamment en ce qui concerne le taux de croissance qui doit être supérieur à 5% et qui doit monter, mais tout ce qui est fait en ce moment, c'est dans le sens de la mise en œuvre de ce qui est contenu dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Les résultats sont peut-être lents dans certains secteurs, mais rigoureusement, il y a une boussole et c'est le plus important. La boussole est là, tout est mis en œuvre pour que ce soit atteint. Et le chef d'État mettant un programme sur 3 ans, moi je ne pense pas aux élections, mais je crois qu'il pense sincèrement à ce que nous atteignions les engagements pris dans le cadre du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. D'accord, merci. Évariste Foposi, la tenue de ce Conseil des ministres le 9 décembre n'est pas hasard, selon la presse, les quotidiens notamment. Émergence, par exemple, affirme que c'était un au revoir à certains ministres. Est-ce que vous pensez qu'il y a des profils types pour conduire ce plan d'urgence, par exemple? Je vous dis que je ne m'engagerai pas dans la voie de la facilité en recherchant des boucs émissaires d'un échec qui me semble un échec général. Vous connaissez déjà c'est le système de gouvernance qui est malade. Donc ce n'est pas les hommes qui font... Attendez, si on parle du constat du président de la République lui-même, en ce qui concerne la gestion interne des comptes, nous savons que le mal absolu du Cameroun, le mal absolu,
c'est la corruption. Le président dénonce ça depuis son arrivée au pouvoir, depuis 32 ans. Il le dénonce. Mais rien n'a changé. Nous savons tous, la Banque mondiale le dit, que plus de pratiquement 50% de nos recettes qui devaient aller dans les caisses de l'État vont dans les poches des fonctionnaires. Oui. Qu'est-ce que le chef de l'État a fait? Il lui aurait fallu des petites mesures simples. Mais il y a une vaste la première mesure. Non, tout ça c'est la recherche des boucs émissaires. La première mesure, c'est la responsabilisation de ceux qui gèrent les fonds de l'État en mettant en application l'article 66 de la Constitution. Pourquoi le président de la République refuse de mettre l'article 66 de la Constitution en jeu? C'est parce que je suis un ancien fonctionnaire. Je voudrais bien être en mesure de dire aux Camerounais ce que j'avais avant d'entrer dans la fonction publique, ce que j'ai en sortant. Qu'est-ce qui a du mal à demander aux Camerounais à le faire? Personne ne le sait. Donc, si le président de la République veut ménager la chèvre et le chou, il aura le résultat que ce genre de politique donne. Mais qu'il ne cherche pas des boucs émissaires. Les boucs émissaires sont dans son gouvernement, sont autour de lui, dans son système. Donc il fait lui-même partie des responsables Merci beaucoup. Dieudonné Somba, le 31 décembre 2013, Paul Biya avait déjà préconisé un plan d'urgence pour relancer la croissance du Cameroun. 4 mois plus tard, rappel de mutation cette semaine, la question était au centre d'un conseil de cabinet et puis le plan annuel avait été séquencé en secteurs sociaux sous la coordination du secrétariat général des services du PM selon le quotidien. Alors, ce plan qui se chiffrait à 343 milliards adopté avait pour objectif donc d'atteindre dès 2014 les 6% de taux de croissance. Vous avez les résultats de ce plan d'urgence? Non, en fait, je crois que c'est le plan d'urgence actuel, c'est celui-là qui est le plan d'urgence officiel. Il y a eu une proposition, mais qui n'a pas vraiment été mise en place. Bon, mais ceci dit, je crois que la première erreur que nous commettons quand même, c'est que nous croyons que sortir du sous-développement est très facile. Or, c'est une erreur très, très grave. Parce que les pays qui sont sortis du sous-développement sont très rares depuis que la problématique a été évoquée. Si nous avions compris que sortir du sous-développement était difficile, on aurait moins d'amateurisme dans la prise de décision. On avait adopté le budget programme. Le budget programme, c'est 3 ans. Oui. Lorsqu'on se rend compte que il faut, parce qu'il y a eu un certain nombre de blocages opérationnels, oui, qu'il faut accélérer l'investissement, le plus simple aurait été de joindre le plan d'urgence au budget, de l'intégrer dans le budget, puisque nous avons un budget programme qui couvre 3 ans. D'accord. Donc, le plan d'urgence lui-même aurait dû être comme un apport extérieur qui vient renforcer le budget. Oui, d'accord. De telle sorte que cela donne une perception très cohérente de l'ensemble de l'action publique. Aujourd'hui, que va-t-on faire? Je vais prendre un puits qui relève du budget normal et un autre puits qui relève du budget le plan d'urgence. Ça fera 2 puits pour la même région, non? Ça va se gérer comment? Ça fera 2 puits puits pour la même région. Il y a un certain nombre de choses qui font que l'excessive politisation de la décision économique, bureaucratisation, a fait que finalement, on est obligé de fonctionner un peu comme dans le bricole. Alors même parce qu'en économie, ce ne sont pas les intentions et les objectifs qui comptent en économie. Ça, c'est des préoccupations politiques. Ce qui compte en économie, c'est la pertinence et la faisabilité du projet. Donc, ce ne sont pas ce que le chef dit, ce n'est pas ce que le chef a promis pour le plan d'urgence qui intéresse l'économiste. C'est quoi qui intéresse donc? Ce qui l'intéresse, oui, c'est la démarche opératoire et les résultats consistant à partir de la situation actuelle, marquée par la sous-consommation du crédit, qui interfère souvent avec l'illiquidité du trésor, hein, oui, et ces projets, marqués par les dénonciations de la chaîne de réalisation de ces investissements.
Est-ce que le chef de l'État va donc créer une administration bis, D'accord. former des gens très honnêtes qui vont le faire? C'est ça, c'est des questions Merci. opérationnelles. Merci beaucoup, Roger Bétala. C'est une question véritablement fondamentale qui pose. Je vous permets de répondre à cette qu'il question, justement. Il faut donner la réponse à cette question. Lui-même a dit, dans le domaine de l'économie, ce sont les résultats surtout qui comptent et le mode opératoire pour atteindre des résultats. Exact. Et je dis, lorsque vous faites très attention, d'abord, première chose, le Cameroun n'est pas le seul pays au monde qui combine à la fois le budget de l'année et puis un plan d'urgence à côté pour soutenir ce budget. La Côte d'Ivoire l'a fait, les États-Unis l'ont fait, la France l'a fait, tout le monde le fait. Donc ce que nous faisons n'est pas une invention du Cameroun pour dire nous allons inventer le feu ou la poudre. Donc on va appliquer les mêmes mécanismes. Nous allons appliquer des recettes qui ont donné les résultats ailleurs. Et je dis ceci, le plan d'urgence, c'est un plan qui est bien conçu, qui est bien analysé, qui est mis en œuvre dans des délais bien précis, avec des domaines bien définis. Vous croyez? Mais l'inquiétude, s'il vous plaît, l'inquiétude sur le chevauchement. Je vous permets de terminer. L'objectif de cette affaire, l'objectif, c'est d'aller un peu plus vite que d'habitude. C'est pour ça qu'on met en place des plans d'urgence. Nous pouvons bien évidemment, avec les mêmes administrations, comme ça s'est fait ailleurs, mener ces deux programmes concomitamment, sans qu'il y ait doublure, sans qu'il y ait problème, sans qu'il y ait de mauvais résultats, parce que d'autres pays l'ont fait. Pourquoi ne le ferions-nous pas? Merci C'est beaucoup. pas une invention du Cameroun. Boniface Chinkam, une réaction ensuite. Dans des situations compliquées, il faut mettre en œuvre, il faut aller vite. Merci. On n'a pas dit que c'est une invention du Cameroun. Oui, c'est compris. En d'urgence, on peut bien faire. Mais comment on va le mener avec les autres donc? Le problème, c'est que justement là, la question, quels sont ceux qui mènent? Puisque les personnes qui sont là n'ont pas pu mener le budget d'investissement public à bon terme. Le président il faut trouver d'autres hommes, c'est ça? Non, c'est pas qu'il faut. Ben, il ne va pas inventer. C'est les mêmes qui vont reconduire. Tu sais, c'est les mêmes qui reconduisent. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Est-ce qu'il a formé d'autres personnes pour pouvoir remplacer ceci? Un pays. Peut-être nous, on n'en sait rien. Donc, on verra bientôt. Mais seulement, je veux dire ceci. Le plan, il est là. Il dit qu'il est adossé sur le DSE. Oui. Vraiment, le DSE en lui-même n'a pas encore atteint un seul objectif du DSE. Depuis qu'on l'a mis en place en 2010. On n'a pas aussi terminé une échéance. Hein? Bon, oui, nous sommes à 5 ans déjà. Certaines échéances sont déjà passées. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore atteint un seul. Ça, c'est pour le DSE. Et surtout que le Cameroun est très fort pour élaborer les plans. L'élaboration, c'est très bien, puisque beaucoup de pays sont inspirés du DSE et du Cameroun. Le nouveau régime financier de l'État est un des objectifs du DSE. Nous y sommes, madame. Ouais, ça, c'est la théorie. Non, ce n'est pas la théorie. Le budget programme est là. Ça fait un nouveau régime financier. Ça fait 2 ans. Vous avez demandé un exemple, je vous donne le plus significatif. Je dis, ça, c'est mis en place sur papier. Sur le terrain, on veut... Comment sur papier? Écoute, monsieur Bétala, écoute. Il y a les investissements publics. Je prends seulement le budget d'investissement public. Le chef de l'État a décrié la mauvaise gestion des investissements publics l'année dernière. Le taux d'exécution est moins de 70%. Je vais même très loin. Dans certaines régions, ça atteint à peine 50%. Ça, c'est depuis 3 ans. Donc, vous pensez qu'on peut réussir à développer un pays on n'arrive pas à consommer le budget initial qui est là. Vous pensez que c'est le budget avec le plan d'urgence, qui n'est même pas urgent, qui doit être mis en œuvre? D'accord, merci. Et Barry Fopousi, vous aviez une proposition sur ce volet de plan d'urgence, la mise en œuvre. Qu'est-ce que vous suggérez, Monsieur le Président? Il ne faut pas tout le temps tourner en rond. D'accord. Il faut qu'on aille au fond des choses. Nous savons pourquoi tout ce que nous avons essayé sur le plan économique échoue. Nous sommes entrés dans la crise économique dans les années 80 en même temps que tout le monde. Tout le monde est pratiquement sorti, sauf nous. Nous avons réussi notre programme d'ajustement structurel. Mais cette réussite qui a relancé les économies dans d'autres pays continue à nous plomber. Je voulais dire quoi? Je voulais dire que le Cameroun n'avait pas besoin d'un plan d'urgence économique. C'est ça votre proposition? Le Cameroun, oui, c'est notre proposition. Le Cameroun a besoin d'un plan d'urgence politique pour améliorer la gouvernance. Je vous prends un seul exemple.
dans un seul domaine, le domaine de la décentralisation. J'ai fait une analyse du budget de l'année dernière, département ministériel par département ministériel, oui. Et je suis arrivé à la conclusion que 85% global du budget est dépensé sur place à Yaoundé. C'est anormal. Si le président de la République, dans son plan d'urgence politique, accélérait la décentralisation, Madame Carole, on aurait eu beaucoup de résultats. Si les 3700 milliards du budget étaient gérés de telle sorte que chacun, à chaque niveau, se sent responsable, que toutes les collectivités locales décentralisées se sentent responsables, que la politique économique du pays aille vers l'encouragement de la production afin d'augmenter les richesses nationales et de permettre une meilleure distribution des fruits de la croissance, je crois qu'on réussirait mieux. Et qu'en décentralisant, en accélérant la décentralisation dans la gestion du budget, on n'obtiendrait pas 85% des 3700 milliards qui seront dépensés sur place à Yaoundé. Merci beaucoup. Comme si le Cameroun se réduisait à Yaoundé. Merci beaucoup. Alors, Dieudonné Samba, l'œil du Sahel se demandait cette semaine si Paul Biya n'a pas annulé le plan d'urgence du Grand Nord qui lui a été annoncé le 26 juin 2014. Le président avait donné des instructions au Premier ministre, tout avait été mis en œuvre, des propositions sur 1600 milliards avaient été faites. Et est-ce que c'est intégré dans le plan d'urgence ou bien ça va se faire aussi en parallèle, à votre avis? Non, disons, on voit là vraiment les défauts de cette gouvernance tout à fait atypique, où le budget se fait en dehors des canons normaux. Normalement, pour faire le budget, l'État a des structures déconcentrées qui collectent les besoins. Donc, normalement, chacun des élites de chaque région aurait dû présenter à ce moment les problèmes sous forme priorisée. Ça vient au centre, c'est-à-dire Yaoundé. Yaoundé injecte dans les préoccupations du chef de l'État, préoccupations d'urgence du chef de l'État. Oui. On tient également compte d'autres facteurs extérieurs et on fait donc un budget global cohérent qui intègre toutes les préoccupations. Mais aujourd'hui, on a une sorte d'expatriation des activités de budgétisation hors de l'administration. Ça ne peut que donner une logique de la négociation, des gradations et des pressions. Donc, c'est même l'idée qu'une communauté spécifique du Cameroun puisse présenter un plan d'urgence qui est totalement inacceptable. D'accord. Ils auraient dû, je dis bien, ils ont le droit de présenter des propositions. D'accord. Mais ils doivent présenter ces propositions de manière à ce qu'on articule tout ça avec les préoccupations de l'ensemble de la nation, avec les exemples, nos engagements internationaux, avec la situation internationale, avec les capacités financières, opérationnelles du Cameroun. Et on donne donc un programme. Donc, et nous voyons évidemment que le fait qu'on ait créé ce plan d'urgence, le chef d'État lui-même a créé ce plan, a ouvert la boîte à Pandore. Hein. C'est-à-dire de ces modèles, de ces budgets périphériques, n'est-ce pas, accessoires, annexes, que tout le monde peut désormais venir coller, n'est-ce pas, au budget central. D'accord, merci. Roger Bédala, est-ce que ce plan d'urgence ne reflète pas les besoins des populations tels que vous le lisez? D'abord, je veux donner une information à M. Somba. Le gouvernement a mis en place un programme de développement du territoire. Ce programme-là concerne les régions de la Damawa, du nord et de l'extrême nord, un programme d'un montant de 78,8 milliards de francs CFA qui commencera à être mis en œuvre dès 2015. Ce programme est le résultat d'une étude réalisée par le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire sur la situation délicate des populations de cette partie du pays, parce qu'il a été constaté qu'ils sont plus pauvres de ce côté-là que dans le reste du Cameroun. 50 à 60% des populations de cette région ont des problèmes. Et puis il y a les inondations et tout le reste. Donc il y a un programme qui est mis en œuvre, qui sera mis en œuvre en 2015. Voilà. Un programme donc
qu'on appelle d'aménagement du territoire qui concerne la partie septentrionale. Donc le Grand Nord n'est pas oublié. Le Grand Nord n'est pas oublié. Ils ont un programme spécial destiné à relever le niveau de vie, à faire face aux inondations, à faire face à toutes sortes de problèmes qu'il y a là-bas. Donc, Alors, maintenant pour les besoins, oui, les besoins des populations. Le besoin des populations. Ce plan est tellement clair, tellement précis, tellement simple. Mais on ne parle pas d'école dans ce plan d'urgence. Mais oui, il y a tout cela, madame. Il y a les écoles, il y a le domaine, il y a un volet, il y a plusieurs volets. Il y a le volet énergie, oui. Il y a un volet accès à l'eau potable, il y a un volet accès aux soins de santé, il y a un volet accès à l'école, il y a tous les secteurs, aux infrastructures de base, tous les secteurs de la vie sociétale sont concernés dans le programme d'urgence du gouvernement de 2015 à 2018. D'accord. Et là-dedans, les financements sont très précis. Les secteurs concernés sont précis. Par exemple, il y a les logements sociaux dans les 10 chefs-lieux de région. Il y a les hôpitaux de référence. Il y a les hôpitaux de référence qu'il faut revoir. J'ai dit tout cela permet à l'économie, tout cela permet à la marque Cameroun d'être attractive. D'accord. Parce que pour que l'investissement étranger arrive, il faut quand même que le risque Cameroun soit bon. Pour il faut attirer. Et je dis le budget, le plan d'urgence, c'est pour rendre le Cameroun plus attractif, pour rendre le niveau de vie nettement meilleur, pour permettre à l'économie nationale qui produit des biens et des services, que ces biens et services puissent être répartis dans les... Merci beaucoup. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est la vérité. S'il vous plaît, monsieur. C'est la redistribution des fruits de la croissance qui est sur le plan d'urgence. Des concepts qui ne sont pas. C'est la redistribution. Boniface Tunkam, alors le reflet des besoins des populations, oui ou non dans ce plan d'urgence? Vous le voyez, vous? C'est parce qu'il y a l'énergie. Rien. Il n'y a rien qui concerne les populations qui prennent en compte. Les populations ont besoin de quoi qui ne figure pas dans ce plan d'urgence? S'il te plaît, il faut d'abord voir la titraille de ce plan. Il s'agit d'un plan d'accélération de la croissance. Oui. On connaît ce qui fait... Et d'amélioration des conditions de vie des populations. Ah ben, il faut oublier ce volet. Ça, parce que tout concourt à l'amélioration de la vie de la population. Voilà. Mais seulement, il faut choisir des déterminants précis sur lesquels on va agir pour avoir des résultats probants rapides. D'accord. Si on veut rester dans le cadre d'un plan d'urgence. Mais quand un plan rassemble encore tout ce qui est dans le plan de fonctionnement de l'État, ce n'est plus un plan, c'est un programme bis. D'accord. Alors, s'il te plaît, permets-moi. Le plan que vous voyez ne peut pas en rien accélérer la croissance. Le DSCE, c'est une Bible qui donne les actions de l'État sur le court, le moyen et le long terme, avec des indicateurs bien précis. Le Cameroun n'a plus besoin d'un autre plan de ci ou de ça. Si jamais le DSCE était respecté à la lettre, honnêtement, on s'en sortirait. Dès 2010, on est tombé dans le gouffre. C'est-à-dire la première année même de mise en œuvre du DSCE, on n'a pas pu atteindre un seul objectif. Et nous y sommes, on s'enfonce du jour au lendemain. On devait être à 7% en 2014. Merci beaucoup. On est à moins de 4%. Vous comprenez qu'on ne peut jamais sortir de là. Limite, Dieu donne ma réaction sur ce volet du reflet des besoins des populations. Non, je crois que là nous sommes en politique, nous ne sommes pas en économie. Un système productif doit avoir une certaine architecture. Vous ne pouvez pas être un pays sous-développé qui n'est pas capable de produire la voiture, l'avion. Mais vous importez le cure-dent et vous dites que vous êtes dans une crise. Autrement dit, lorsqu'on voit par exemple le déficit commercial du Cameroun, 1350 milliards en 2013, c'est-à-dire plus de 50% de recettes d'exportation. Ça veut dire que nous n'avons, le système ne marche même pas. Dans ce système, un tel système est attrapé, ce qu'on appelle en termes de le verrou de contrepartie extérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez besoin d'enseignants. Oui. C'est-à-dire, nos écoles ont besoin d'enseignants. Oui. Vous avez des instituteurs au quartier qui sont en chômage. Mais vous ne pouvez pas les recruter. C'est-à-dire, vous avez besoin d'enseignants dans les écoles. Vous avez la main-d'œuvre enseignante qui est là, mais vous n'êtes pas capable de les recruter. Pourquoi? Parce que si vous les recrutez, vous allez les payer. Et quand vous les payez, ils vont se mettre à déverser cet argent à l'extérieur, puisque l'instituteur qui reçoit son salaire
il va acheter un Il va costume. consommer, oui, oui. Et il va acheter. Donc, autrement dit, vous créez un développement qui entraîne l'endettement. Donc, c'est pour ça que, lorsqu'on dit qu'une politique économique doit être éclairée, une politique économique, ce n'est pas la politique politicienne. Il faut expliquer aux Camerounais que, bien lors que vous acceptez que votre système productif soit inondé par la pacotille chinoise et la brocante européenne, que vous acceptez au motif que les prix sont faibles, que le pays est devenu mondialisé, que vous mettiez toute votre jeunesse, vous la transformez en une armée de distributeurs de ces déchets. Terminez là-dessus, s'il vous plaît. Parce qu'on ne peut plus avancer. C'est ça le problème. Merci, le merci problème, beaucoup. Un problème de politique économique. Merci, c'est bien compris. Et Baris Popoussi, vous avez dit que le SDF a condamné donc ce programme d'urgence, une opération, comme vous l'avez appelé, qui se présente comme un simple coup de communication dont le but est de camoufler l'échec du régime dans sa promesse de conduire le Cameroun à l'émergence 2035. Est-ce que vous avez des contre-propositions? Elles sont simples. Lesquelles? D'abord, il faut une politique économique. Il faut d'abord améliorer la gouvernance du pays, avant tout, parce que le politique guide l'économie. Donc, il faut d'abord permettre aux Camerounais d'être maîtres de leur destin. Donc, on donne la possibilité aux Camerounais de choisir librement ceux à qui ils vont confier la responsabilité de gérer leurs intérêts. Ça, c'est cette première action qui va servir de déclic. Ensuite, les gouvernants, se sentant responsables, se sentant surveillés par le peuple qui les a élus, vont mettre en place des politiques économiques crédibles. Nous disons que nous n'avons pas besoin d'un plan d'urgence, mais d'un plan économique crédible. Si nous prenons, par exemple, sur le plan de financement, ce plan d'urgence de 3 ans, les 925 milliards, et on dit que ça a l'ambition d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. Si vous ne prenez que le secteur agricole, qui est le secteur moteur, le secteur qui doit lancer le développement du Cameroun. S'il faut amener ce secteur à jouer son rôle et à améliorer les conditions de vie des Camerounais, ce n'est pas 900 milliards tous les 3 ans ne sera pas l'enveloppe ne sera pas suffisante. Donc, il s'agit en réalité d'un programme électoral de quelqu'un qui se positionne pour une élection bien précise et qu'on ne nous trompe pas en nous disant qu'il s'agit d'un plan d'urgence. Mais vous devez faire pareil aussi, puisque vous serez face à lui. Quand on annoncera les élections, nous annoncerons notre plan notre programme électoral. Mais en attendant, nous avons nos propositions économiques qui sont plus précises et qui peuvent être à tout moment mis à la disposition de tout le monde. Merci beaucoup. Boniface Chuika, on termine sur ce point par une évaluation. Comment est-ce que vous proposeriez l'évaluation des actions qui sont à mettre en place dans ce plan d'urgence? Tant est-il qu'il va forcément se mettre en place, ce plan d'urgence? On ne peut pas, je vous ai déjà dit, il y a un problème des personnes pour réaliser ce plan. Donc je n'y crois pas. Ou déjà dire que... Non, puisque je n'y crois pas. Qu'est-ce que vous suggérez au président de la République? Le problème du Cameroun, c'est le problème d'hommes. Vous lui suggérez donc quoi? De mettre des gens capables. Il y a des Camerounais qui sont capables de mener bien le plan. Je ne vais pas citer les noms, il y a plein. Mais seulement, on essaye de choisir ceux qui doivent diriger par des relations un peu plus orthodoxes. Et quand ça sera fait, comment on évaluera donc le plan? Mais le plan, quand il y a un résultat, ça saute des yeux. Tout le monde voit quand il y a les résultats. C'est un peu ça. Donc je veux dire, sincèrement, pour terminer, ce plan, à mon avis, ne peut pas produire des résultats. Il faut que le président de la République demande au gouvernement. Celui-ci, il a déjà montré ses limites. Oui. Donc, il faut véritablement qu'on recrute les Camerounais qui sont véritablement... outillés, vous allez dire? Oui, outillés. Qu'ils soient de l'opposition ou bien de n'importe où. Et même, il y a certains dans le RDPC qui savent bien travailler. Mais qu'ils mettent ceux-là. Mais comme ils ont un instinct... un peu, ils ne sont pas des gens là sur qui on peut marcher facilement, même comme ils sont du RDPC, on veut toujours mettre ceux sur qui on va piétiner chaque fois. D'accord. Dieudonné Somba, c'est un plan d'urgence, on l'a dit.
vous acceptez le terme comme tel, ça veut dire que cela nécessite la collaboration de tout le monde pour pouvoir le mener à bien, n'est-ce pas? Parce que le Cameroun est aux urgences et comme tout malade aux urgences, qu'importe d'où vienne la solution, il faut que le pays ressuscite. Non, moi je dis que tout ce qui est objectif politique est bien. Oui. C'est-à-dire tout ce que le chef d'État peut proposer comme objectif est bien. Mais en tant qu'économiste, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus les aspects techniques, l'efficacité. Nous sommes ici à Promote. Je vais donc vous dire ce que j'ai fait hier. J'ai pris mon cahier, mon carnet, pour recenser la production locale du Cameroun vendue sur le territoire. Et je me suis rendu compte que Promote s'est transformé en une manifestation de la défaite de notre industrie. C'est-à-dire que Promote, qui aurait dû être la vitrine de la petite production locale, là où nous sommes. Parce que si on exclut les institutions qui fonctionnent avec le plus de l'État, Je ne vous coupe pas, mais on va parler de promo tout à l'heure. Je vous permets de terminer sur le plan d'urgence pour qu'on voilà. regarde, Je justement. disais donc que Oui. vraiment, un pays ne peut pas tourner quand il ne produit pas. D'accord. Donc, Et ce plan va nous permettre de produire ou pas? non, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un plan qui se situe un peu trop en aval de ce qu'il faudrait faire. Qu'est-ce qu'il faudrait donc faire? C'est la Il question que je vous faudrait pose. relancer la production parce que le secteur social est un secteur qui est financé par la production. Je vous rappelle que la démarcation qu'il y a eu entre le DSCE et le DSRP, le DSCE, portait précisément sur ce que j'ai dit là. Le DSRP avait été critiqué. Pourquoi? Parce qu'on avait mis essentiellement l'accent sur la lutte contre la pauvreté, le social. Et on s'est rendu compte que le social doit être financé. Quand vous n'avez pas un système productif, vous allez financer ça à base de quoi? C'est donc malheureusement le reproche qu'on fait à ce plan d'urgence. Et on a besoin d'un plan d'urgence, on a besoin d'un plan de rattrapage. Mais c'est la démarche opératoire qui, d'un point de vue macroéconomique, n'est pas bien conçue. D'accord, merci. Roger Betala, je termine avec vous et on va s'attendre à quoi dans les jours à venir? Une batterie d'engins sur le terrain pour un Cameroun encore en chantier en 2015? D'abord, on va s'attendre à ce que va produire le plan d'urgence. C'est-à-dire quoi concrètement? Qu'est-ce que va produire le plan d'urgence? C'est déjà la mise en œuvre des projets qui y sont contenus. Oui. Parce que les financements sont là et les marchés vont être lancés et les projets vont démarrer. Ces projets-là et le plan d'urgence est pratiquement une subvention indirecte au secteur privé. Parce que l'État va donner la possibilité au secteur privé de travailler. C'est une bonne nouvelle. Donc c'est une forme de subvention indirecte. Et puis pour la relance de l'économie, la politique économique nationale ne se limite pas simplement au plan d'urgence. Lorsque vous parcourez la loi de finances 2015, vous allez vous rendre compte qu'en ce qui concerne les entreprises, l'impôt sur les sociétés qui est basé sur le résultat diminue de 5 points. Ce n'est pas une petite affaire, c'est une façon de permettre à ces entreprises de pouvoir réinvestir. Et puis, lorsque vous parcourez ce budget 2015, vous allez vous rendre compte que le budget du ministère de l'Agriculture et du Développement rural a connu une augmentation significative. Et où va partir cet argent? Cet argent, c'est pour financer le développement de l'agriculture. Et l'agriculture, je crois que c'est la production des biens. Donc, l'économie nationale, c'est un tout. Le budget, le plan d'urgence n'est qu'un aspect d'une économie qui est devenue aujourd'hui lisible. Il y a une dizaine d'années, le Cameroun ne pouvait pas faire un plan d'urgence parce qu'il n'avait pas la possibilité de recourir à l'emprunt. Le Cameroun pouvant emprunter veut dire que c'est un pays qui est solvable. Et je dis, ça veut dire que l'indice du Cameroun s'est amélioré. Le plan d'urgence répond à deux choses. L'économie camerounaise est plus solvable. La politique économique nationale est devenue malléable, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la rigidité du seul budget 2014 ou 2015. L'État peut mettre en œuvre une autre structure. C'est cette malléabilité-là qui montre que les choses vont bien. Puis, troisième chose, il y a une visibilité dans l'économie nationale. Aujourd'hui, on peut savoir exactement à tout moment où il y a le problème. Cette visibilité n'existait pas il y a longtemps. Tous les problèmes que vous relevez, pourquoi les relevez-vous?
parce qu'il y a une visibilité dans ce qui peut être fait. D'accord, merci. Messieurs, on va pas reprendre le débat là-dessus. Un mot oui, peut-être. Je vous permets de... Vous êtes le doyen du plateau, je vous donne la parole pour le dernier. Je voudrais dire à mon ami Roger Metala que ce qu'il considère comme le point fort de ce plan d'urgence est en réalité sa faiblesse, le financement. De deux choses l'une, clairement. Ou alors, on va recycler de l'argent sale quelque part, l'argent volé, l'argent de pétrole pour venir financer, et en ce moment-là, on aura des résultats concrets. Ou alors, on veut s'endetter, et au bout de ce plan d'urgence, le Cameroun retombera dans l'un de ses travers. Parce que le système de financement actuel ne peut pas permettre un financement économique productif valable. Merci, monsieur. Donc, on termine là-dessus. L'avenir nous le dira parce qu'on aura l'occasion de revenir sur ce plan d'urgence puisqu'il entre en vigueur pour 3 ans. Nous sommes sur le site de Promote, dans le stand de Canal 2 International, en direct dans cette édition de Canal Presse. Et le rendez-vous est devenu biennal à compter de cette année. 9 jours d'intenses activités, d'échanges, promotion, prospection. Les stands n'ont pas des amplis sur le site de Promote 2014. Curiosité et innovation de ce salon qui se veut promoteur et porteur de la croissance des PME camerounaises. C'est l'objet du reportage de la semaine que signent Arnaud Gueffak et Constant Kamga. Les allures d'un salon sur les collines du mont Kolniada à Yaoundé. Promote les couleurs d'une fête pour les petites, moyennes et grandes entreprises venues de tous les coins du monde. On dit ici que c'est le monde des affaires. Et les affaires, justement, battent son plein. L'offensive commerciale, dans ce sens, parle le jargon de vente promotionnelle, d'exposition, de contact B2B et de partenariat. Le salon Promote, c'est comme un bonheur cueilli à maturité par le Cameroun. Promote désormais est la fenêtre. À travers Promote, nous montrons au reste du monde beaucoup de choses. Et voilà que ça fait à la fois foire, affaires et tourisme. Le Welcome Promote, c'est pour tous, des vieux à casquette aux bébés à biberon. Curiosité plutôt satisfaite. Je peux dire, nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu. Je crois qu'on a dû profiter de beaucoup de choses ici. Je crois que c'est tout ce que je peux dire. La touche nouvelle de la 5e édition, 2 sites reliés par un échangeur ou plutôt une passerelle. Le grand jeu gagnant de l'innovation qui émeut tous au bon nombre de visiteurs. L'ingéniosité de ceux qui ont travaillé là-dessus est bonne et puis voilà, c'est une très bonne idée. Et on trouve que c'est bien, il faut réfléchir et quand on réfléchit on apporte toujours de belles choses. Le groupe Canal 2 a Promote l'attraction à vive expression, un labyrinthe de circonstances bâties qui fait émotion avec ses stars. Appréciation des plus grands. Je voudrais également féliciter Canal 2. Vous faites des choses prodigieuses. Je suis PCA de la CRTV, mais vous me faites pâlir d'envie. Je me demande s'il ne faudrait pas vous cogner un peu pour que vous alliez un peu mollo comme on dirait en camerounais. C'est extraordinaire. Promote by night. Entre concerts, balades et photos, il y a cette découverte patriotique à la façon du cacao. Il y a tout pour émouvoir. Drone volant et son pilote habile. Le public se prend toujours bien en haleine avec le lion jongleur ou ce reporter clown. Alors, Boniface Chuenkam, nous sommes installés pas loin de votre stand, ici à Promote. Vous êtes donc exposant au salon. La semaine s'achève. Qu'est-ce que vous faites comme bilan de votre participation? Le Promote de cette année a été un peu marqué par
l'occupation de la grande salle du Palais des Congrès par le Sénat. Ce qui fait que ça a désarcé un peu, non seulement les organisateurs, mais aussi nous, les exposants. D'accord. Donc quand on arrivait, on ne savait pas qu'il y avait... Enfin, avant qu'on ouvre le salon, on ne savait pas qu'il y avait un tel problème. Oui. Ce qui fait que pour le cas des forums, par exemple, aucun forum n'a véritablement réussi cette année. D'accord, mais vous en termes de participants dans votre stand, vous tirez quoi comme conclusion de votre présence? C'est-à-dire que le salon Promote est déjà un très grand salon qui véritablement a toujours ses visiteurs et tout. D'accord. Mais le problème du salon ne se réduit pas tout simplement aux visiteurs. Il y a les actions qui sont déclinées au salon. C'est-à-dire quoi? Le forum, le volet forum a été un problème cette année parce que le forum se tenait pratiquement hors du cadre de Promote parce que le salon, le palais de congrès n'était pas dans le cadre du Promote. Donc pour aller au salon, il fallait sortir du cadre du Promote pour entrer. Ce qui n'est pas pratique. Voilà, ce qui n'est pas pratique. Donc il y a eu beaucoup de problèmes dans les organisations de forums au niveau de ce salon. Mais sinon, pour le reste, ça va. Eh bien, il faut pousser l'OSIF à un stand? Non. Pourquoi? Parce qu'on est un parti politique et l'objectif de Promote, ce n'est pas de faire la promotion des partis politiques, non. Je crois que c'est plus économique que ça. Par contre, si Promote avait été plus anticipatif, plus prospectif, ils auraient pu organiser un forum des politiques économiques. Et en ce moment, le SDF serait venu présenter sa politique. Nous avons une politique. On aurait bien voulu avoir un forum pour la présenter, mais malheureusement, Promote ne nous offre pas cela. Donc, Promote ne nous intéresse pas et nous constatons que Promote est déphasé par rapport à l'économie réelle. Pourquoi c'est déphasé? Premièrement, la cible visée n'est pas... À Yaoundé, on a les décideurs au niveau de l'État, mais les décideurs au niveau de l'économie au Cameroun, ce n'est pas à Yaoundé. De un. De deux, Promote, c'est les entreprises. Et les entreprises, à ma connaissance, statistiquement, ce n'est pas Yaoundé. Par conséquent, le secteur privé a intérêt à prendre le relais de ce Promote pour organiser un Promote plus économique et plus orienté vers les populations et vers les entreprises. C'est ce que nous souhaitons au SDF. En ce moment-là, le SDF contribuerait en participant à des forums qui seraient organisés pour les politiques. Merci. Roger Betala, est-ce que vous êtes venu ici visiter les stands? Je suis venu ici il y a 2 ou 3 jours pour voir à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que vous avez vu? Ce que j'ai vu, je vois un pays qui a envie de réussir. Je vois des Camerounais qui ont véritablement envie de sortir de leurs conditions. Je vois une économie, malgré les difficultés, qui a quand même de l'imagination. Je vois une entité, lorsqu'on parcourt ces PME, on se rend compte que des jeunes Camerounais ne veulent pas baisser la garde. Et que ces jeunes Camerounais croient plus au Cameroun que les adultes. Parce que les adultes ont toujours tendance à dire tout marche mal, rien ne va, tout est dans l'ombre. Mais quand vous voyez la plupart des stands qui sont là, les 3/4 des stands sont occupés par des jeunes entre 30 et 20 ans. Je dis, si ces gens ont décidé de faire le voyage vers le parc des expositions ici, au Palais des Congrès, ça veut dire qu'ils croient au Cameroun. Et moi, je dis, les adultes ne doivent pas empêcher les jeunes de croire au Cameroun parce que c'est nous, les adultes, qui avons fait le Cameroun. Ce n'est pas normal que les plus jeunes soient plus croyants à ce qui est fait que nous autres, les adultes. Des adultes comme vous, Dieudonné Somba, oui. Les entreprises ont présenté leur savoir-faire. Avec quelle retombée, selon vous? Non, je crois que Promote, c'est une opération de financement de la promotion des secteurs productifs étrangers avec les fonds de nos entreprises. J'ai fait une expérience. Les tracteurs qui sont exposés ici à Promote viennent de Turquie et du Congo à côté, mais l'usine de tracteurs n'a rien fait. À qui la faute en ce moment? Non, justement, c'est là que je vais en venir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas organiser une manifestation comme celle-ci sur les fonds payés par le simple productif local et vous n'aménagez pas des espaces importants à
C'est-à-dire, vous-même, en tant que l'État s'est approprié l'espace de promote avec un budget qui est payé par nos producteurs. L'État a donné tous les beaux documents, tous les beaux bâtiments en dehors de quelques entreprises comme vous qui vous battez. Les entreprises étrangères qui viennent, qui sont en position de venir faire une bonne promotion au détriment. La fête de Noël arrive. On aurait dû avoir un stand de joints camerounais ici. Produit par les Camerounais. Oui. Ça, l'État aurait dû s'arranger à demander au Cameroun de venir le faire. Parce que c'est ça sa mission et parce que ce sont ces gens-là qui lui donnent des ressources. D'accord. Voilà. Merci. Boniface Chunkami, il n'y avait non pas assez du Made in Cameroun ici? Non, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas assez de Made in Cameroun. Il y avait. Mais bon, chacun voit de sa manière. Il y a véritablement du Made in Cameroun. Même si c'est à une petite dimension. C'est-à-dire les grandes dimensions, ça vient beaucoup plus de l'extérieur. On a des très petites structures camerounaises qui sont sur la place Promote. Il y en a beaucoup. Et je ne peux pas aborder dans le même sens que mon frère Somba. Il y a vraiment beaucoup de structures camerounaises, peut-être pas bien organisées, mais il y en a suffisamment un peu partout sur le site de Promote. D'accord. Évariste Poposi, il y a quand même une forte présence des chancelleries étrangères, dont le gros volet diplomatique de ce salon n'est pas à décliner ou bien à négliger. Vous pensez que ce serait efficace dans un rendez-vous comme celui-là, d'avoir des chancelleries et savoir qu'on peut faire du B2B avec elles? À sa place. Oui. D'abord, nous sommes dans la capitale du pays. Oui. Et c'est tout à fait normal qu'une manifestation de cette envergure voit affluer les représentations diplomatiques ici à Yaoundé. 31 pays représentés. Oui, mais parce que les représentations diplomatiques sont ici. Et puis, ce serait une faute de la gouvernance de ce forum s'il n'arrivait pas à mobiliser. Mais de là à en tirer une quelconque relation avec notre image à l'étranger, non. Il n'y a pas d'impact. Non, ça n'a pas d'impact. Tant que ça n'a pas d'impact réel sur l'économie locale, réelle et productive, elle n'aura pas d'impact sur l'image du pays. Nous ne pouvons impressionner à l'étranger qu'avec ce que nous fabriquons, ce que nous présentons, pas avec ce que nous achetons. Or, ça semble le cas ici. Les attendus de ce forum, Roger Betala, c'est notamment des impacts, c'est la 5e édition. Depuis que vous le suivez, vous avez senti qu'il y a quelque chose, il y a une émulation née ici, dans les PME par exemple, ou pour les PME? En fait, le constat que moi j'ai fait depuis le début de ce genre de manifestation, c'est qu'il y a quand même des Camerounais qui veulent aller à Promote. C'est-à-dire qu'il y a des Camerounais qui ont des petites structures avec lesquelles moi j'ai la chance, de par mon boulot, de pouvoir côtoyer ce beau monde-là, qui vous disent il faut que je sois à Promote la prochaine fois. Il faut que je sois représenté. Il faut que mon produit soit vu. Ça veut dire déjà que cette manifestation est une vitrine. Je crois que c'est le principal résultat qu'on attend de ce genre de manifestation. Ça veut dire qu'ils ont la possibilité de rencontrer les gens qui sont soit leurs clients, soit peuvent être leurs partenaires. Donc il y a une volonté, il y a une émulation qui naît du fait de Promote. La preuve, lorsque vous voyez la première édition de Promote, elle ne traversait pas la route. Oui. Elle n'atteignait même pas là où nous sommes là. Le site grandit de plus en plus. Le site grandit d'année en année. Et ça veut donc dire qu'il y a un engouement qui est certain. Et moi, je dis tout simplement, il faudrait peut-être spécialiser davantage les journées des événements, mais de façon globale, le Cameroun se regarde ici avec ses forces et ses faiblesses. D'accord. Dieudonné Somba, qu'est-ce qu'il faut attendre de pareilles organisations? Normalement, sur le plan économique, qu'est-ce qu'on doit en attendre? Non, ça devrait être un lieu d'abord de célébration de la production nationale, un lieu de confrontation de cette production nationale avec les productions extérieures et un lieu d'échange. D'accord. Mais tel que c'est formaté, mon frère, Chunkam dit qu'il y a quelques Camerounais. Il y a quelques Camerounais sur une manifestation que les Camerounais ont organisée sur leur fond. Pour vous, ce n'est pas suffisant? Et puis ils sont perdus. C'est-à-dire que c'est des petits artisans qui se battent un peu, n'est-ce pas? Bon, je les ai vus dans de petits endroits. Ce n'est pas...
On voit très bien que Promote ne s'intègre pas dans une grande politique nationale de promotion. Parce que si Promote s'intégrait, l'idée à la base serait de transformer Promote en un lieu de confrontation, d'échange, de coopération avec la position extérieure. Or, aujourd'hui, Promote est en quelque sorte réduit à une opération purement diplomatique de valorisation de notre image de marque. Lorsque les ambassadeurs viennent, les ambassadeurs ne viennent pas parce qu'ils veulent venir valoriser leur pays. C'est parce qu'ils trouvent l'occasion d'infiltrer leur technologie et leur marché sur et leurs produits sur le marché camerounais. D'accord. Ok. Et ils ne sont d'autant plus encouragés à le faire qu'ils ne sentent pas la résistance du Cameroun. Moi, j'ai vu, nos PME opposent une résistance épique contre l'invasion de notre système productif par l'étranger. Malheureusement, ces PME sont abandonnés. Parce qu'il n'y a pas une politique énergique, agressive et pugnace. Monsieur, on va faire un dernier tour parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Je commence par vous, Dieudonné Tchenkam. Vous réagissez en tant qu'exposant d'abord. Boniface, pardon, Tchenkam. Vous avez gagné quoi en tant que financier d'Afrique? D'avoir un stand ici, c'est quoi? C'est le nombre de personnes qui sont venues, c'est la visibilité pour votre journal, c'est des rencontres, c'est des insertions publicitaires, c'est de l'argent frais. C'est quoi concrètement que vous aurez gagné ici? S'il te plaît, permets-moi quand même de dire quelque chose à Mais vous n'avez pas échappé à votre bilan? Non, non, je vais faire le bilan, mais seulement je suis en train de lui dire, il accuse Promote. Promote, c'est une vitrine. Comme a dit, pour une fois, je suis d'accord avec monsieur, mon frère Betala, Promote, c'est une vitrine. Il accuse l'État plutôt de ne pas organiser. Oui, mais qui doit organiser? C'est l'État. On a un ministère des PME. Mais justement, tout à fait, mais donc la résultante, Promote n'étant qu'une vitrine, c'est les différents ministères concernés par les gens des PME et consorts qui doivent venir à Promote. C'est eux donc qui doivent organiser comment les PME doivent profiter de ce Promote. Mais seulement, ils passent leur temps, les fonctionnaires, à voir où ils vont grappiller sur le budget pour se faire les poches. Voilà ce qui est dit. Maintenant, pour votre bilan. Pour revenir à votre bilan. Vous avez gagné combien d'argent ici? Non, je viens ici d'abord pour... C'est une tradition pour moi depuis 4 éditions. Je suis un partenaire de la Fondation Interprogrès qui organise Promote. Donc, je suis là depuis au moins 4 éditions. Donc, ici, c'est une vitrine pour nous, pour essayer de promouvoir nos produits qui sont bien vendus sur la il y a une efficacité, il y a un impact, vous sentez... Si, puisqu'il y a des gens qui découvrent, il y a des gens qui passent dans nos stands, c'est l'objectif pour nous, avoir... Le rapport résultat, prix de présence sur le site, vous en tirez? Oui, je pense. D'accord. Je pense. Parce que cette visibilité, elle est bonne. Et puis, nous, l'immédiat, nous ne gagnons pas, mais à la longue, nous gagnons. D'accord, merci. Évariste Focussi, s'il y avait des choses à améliorer dans ce concept, qu'est-ce que ce serait? Ce serait dans l'implication de l'État, par exemple, vous avez dit? Non, surtout l'implication des acteurs économiques. D'accord. En premier lieu, parce que Promo doit être la fête de la production, de la productivité de l'économie camerounaise et de ce fait, les acteurs, les opérateurs économiques, les artistes, les artisans doivent être au cœur de Promo, alors que le Promo actuel semble se substituer à une structure de communication de la part du gouvernement. Le gouvernement peut lui-même organiser la communication de sa politique économique. Il n'a pas besoin que ce soit les acteurs du secteur privé qui, au lieu de promouvoir le secteur productif, le secteur privé, aillent promouvoir la politique économique du gouvernement. Ce n'est pas leur rôle. Donc moi je crois qu'il faut beaucoup d'améliorations dans le sens de la responsabilisation des acteurs économiques, en particulier locaux, camerounais. D'accord. Dieudonné Somba, ça fait quand même une multiplication d'activités comme celle-ci en une année au Cameroun. On a plein de salons qui s'organisent dont je ne voudrais pas citer les noms ici. Et pour quelle efficacité finalement pour notre économie, pour notre PME? Qu'est-ce que ça apporte? C'est une vitrine, mais la vitrine montre ce qu'on y a mis.
Donc il ne suffit pas d'aller montrer, il faut d'abord apprêter le produit qu'il soit bon, c'est ça? On fait une vitrine avec les ressources des entreprises locales. Oui. Puis on dit, celui qui est le plus fort vient prendre la place. Que vont faire? Les étrangers vont nous laisser financer et puis viendront prendre la place. Donc qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Et il faut absolument que la présence de la production camerounaise ne soit plus une simple affaire des artisans et producteurs, mais que ce soit vraiment une dimension de la politique économique. C'est-à-dire que l'État du Cameroun doit pouvoir dire, je voudrais que les stands qui sont en place puissent avoir tous les produits camerounais en compétition avec les produits qui y seront, de manière à ce que vous puissiez vous confronter, que vous puissiez voir. Quand les Camerounais viennent ici, ils achètent l'essentiel des produits de l'extérieur, aggravant le déficit de la balance commerciale. Mais ils découvrent aussi l'expertise, non? Ils découvrent l'expertise d'ailleurs et peuvent copier, c'est aussi ça. Mais malheureusement, la manière dont nos produits sont installés, il n'y a que quelques rares cas. Bon. En ce qui concerne la production elle-même, c'est-à-dire le primaire, le secondaire, oui. Mais c'est des productions très périphériques, cachées dans des petits stands qui ne payent pas de mines. C'est ce que moi je conteste. D'accord. Or, la production camerounaise devrait avoir au moins un côté. Parce que c'est elle qui finance. Et elle est chez elle. Merci à vous. Je termine avec vous, Roger Betala. Rendez-vous dans 2 ans. Donc, vous viendrez ici. Ce sera pour faire quoi? Qu'est-ce que vous espérez voir de plus que cette année? Ce que j'aimerais voir, c'est que les options de politique économique du Cameroun prévalent. Et je dis aux uns aux autres que nous ne sommes pas dans une économie collectiviste pour diriger ce qui doit être fait. Nous sommes dans une économie de marché. Le Cameroun a signé les accords de l'OMC. Ça veut dire que la libre entreprise est là. Promote ne doit pas se transformer en un bataillon militaire où on leur dit ce qui doit être fait. Promote, c'est une opération, c'est une manifestation dans laquelle les uns et les autres sont librement tenus de venir s'ils veulent. Donc ne peut venir ici que celui qui se sent capable et qui sent qu'il a son intérêt à y être. Mais pourquoi l'État pourrait aussi organiser quand même oui, je dis un régiment, appelons-le comme ça, des PME camerounaises? Toujours parler de l'État qui organise, je dis, ce n'est pas normal. Nous sommes commerciaux, nos déficits Laissez que je finisse. Je dis l'État organise déjà le salon de l'artisanat. L'État organisera l'année prochaine le salon agro-industriel avec la Chambre d'agriculture. L'État organisera, je dis, cessons de faire que l'État soit là pour tout faire. Nous avons un système d'économie de marché. Ce que moi j'aimerais voir ici dans 2 ans, c'est une économie dans le secteur productif plus performante en ce qui concerne cette économie, dans le secteur de la création des biens et des services plus importante, dans le secteur de la venue des étrangers, parce que moi je dis, il faut que les étrangers viennent exposer à Promote, ça leur permet également de pouvoir trouver de quoi acheter chez nous. D'accord, un dernier mot, Bonissa Tcheka. C'est cette multiplicité des forums que chaque département ministériel organise qui fait qu'on ne peut pas avoir une bonne visibilité. On a un grand salon comme celui-ci qui est soutenu par le gouvernement. Je pense que chaque ministère sectoriel devrait pouvoir travailler pour venir à ce grand salon qui est organisé par l'État et qui est vraiment... Eh bien, moi, j'ai titré cette semaine, j'ai fait des éditoriaux qui portaient sur ce... Comme un exemple. D'accord. Parce que depuis 15 ans que ça c'est la 6e édition, 5 éditions Promote et une édition CEMA en 1999. Ça se passe ici. Mais les Camerounais ne s'en inspirent pas. Même dans le cadre de l'organisation de tout ce qu'ils racontent là, au niveau gouvernemental, il y a toujours des défaillances, alors que nous avons un exemple bien réussi comme Promote qui devait faire. Comme c'est réduit à 2 ans, j'espère que le gouvernement aussi, pour réduire les dépenses, comme l'a demandé le chef de l'État, doit réserver un certain nombre de dépenses qui sont faites aujourd'hui dans les forums, les mini-forums, pour se concentrer sur des grands forums, un grand forum national comme celui-ci. D'accord. Messieurs, donc, merci à vous d'être venus, d'avoir accepté l'invitation de Canal 2 International pour cette édition de Canal Presse produite dans notre stand sur le site de Promote 2014. Merci à la population de Yaoundé qui nous a accueillis. King George du côté d'un quartier de Yaoundé. Merci aussi à toute l'équipe technique qui s'est mobilisée pour cela. La semaine prochaine avec d'autres invités et un autre thème sur Canal 2 International. Bon dimanche et au revoir.